Dans cette section, on va s'intéresser aux extrémums locaux d'une fonction. Un petit rappel, on dit que f admet un extrémum local en x0 si f admet un maximum local en x0 ou f admet un minimum local en x0. Et j'ai oublié de préciser l'ensemble de définitions, donc on suppose que la fonction f est définie sur un intervalle i et x0 appartient à i. Et on dit que f admet un maximum local en x0 si il existe un intervalle ouvert j contenant x0. J'explique, quand on dit il existe un intervalle ouvert j contenant x0, on veut dire il existe un voisinage de x0. Et comme vous voyez très bien, le voisinage contient des valeurs à droite de x0, donc supérieures à x0, et des valeurs inférieures à x0. On continue, donc il existe un voisinage j tel que, quel que soit x, appartient à l'intersection de i et j, f de x est inférieur ou égal à f de x0. Pourquoi on prend l'intersection de l'intervalle i et l'intervalle j? Parce que la fonction f, rappelez-vous, elle est définie sur i. Et comme on parle d'un maximum local, donc il faut que toutes les valeurs qui sont dans le voisinage, mais aussi appartiennent à l'ensemble de définition, l'intersection de i et j, f de x est inférieur ou égal au maximum local qui est f de x0. Et d'une manière équivalente, f admet un minimum local en x0 signifie il existe un intervalle ouvert j contenant x0, donc il existe un voisinage de x0, tel que quel que soit x appartient au voisinage mais aussi à l'ensemble de définition, f de x est supérieur ou égal à f de x0, parce que f de x0 sera un minimum local. Essayons maintenant de trouver les extrémums locaux pour les fonctions f et g. Et l'intervalle i, comme vous voyez clairement, est défini par les points mauves. Commençons par la fonction f. Clairement, le point x0 est un maximum local de la fonction f. Voyons pourquoi. Si on considère un voisinage de x0, qui contient des valeurs à droite et à gauche de x0, clairement, quel que soit x appartient à l'intersection du voisinage avec l'ensemble de définition, donc ce sera cette partie à droite, parce qu'à gauche, la fonction n'est pas définie. Un petit schéma pour bien voir l'intersection. Donc on a le voisinage de x0 qui est là, j, et on a la fonction est définie sur cet ensemble i. Donc clairement, l'ensemble i sera en rouge. Donc l'intersection de i et de j, ce sera les points qui sont rayés en rouge et en vert. Donc ce sera cette partie-là. Et on a, quel que soit x appartient à l'intersection, f de x est toujours inférieur à f de x0. On déduit que f admet un maximum local en x0. Et d'une façon analogue, la fonction admet des maximums locaux en x1 et en x2. Tout simplement parce que quel que soit x appartient au voisinage, à l'intersection du voisinage avec l'ensemble de définition, la fonction f est toujours inférieure à f de x1. Et pareil pour x2, quel que soit x appartient à l'intersection du voisinage avec l'ensemble de définition, la fonction f est toujours inférieure à f de x2. Cherchons maintenant les minimums locaux. Clairement, la fonction f admet deux minimums locaux en y0 et en y1. Parce que toujours, quel que soit x appartient au voisinage de y0, f de x est supérieur à f de y0. Et pareil, quel que soit x appartient au voisinage de y1, la fonction est toujours supérieure à f de y1. Et d'une façon similaire, on peut facilement trouver les extrémums locaux de la fonction g. La fonction g admet deux minimums locaux en y0 et y1 et deux maximums locaux en x0 et x1. Maintenant qu'on sait identifier facilement les extrémums locaux, essayons de remarquer ce qui se passe quand la fonction est dérivable à l'extrémum local. Essayons d'identifier les extrémums locaux pour lesquels la fonction est dérivable. Clairement, les fonctions sont dérivables en y0, x1, y1, y1 pour la fonction g. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit de la dérivabilité. La fonction est dérivable quand elle est fluide au voisinage du point. Clairement, x0 est au bord de l'intervalle, donc on ne sait pas ce qui se passe à gauche, donc on ne peut pas dire que c'est dérivable en x0. x2, y0 et x1 sont pareils. On ne peut pas parler de la dérivabilité au bord de l'intervalle, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Ici, on ne sait pas ce qui se passe à gauche, et pour x2, on ne sait pas ce qui se passe à droite.
Maintenant, pour le point x0, clairement, la courbe présente un angle. On voit clairement que ce n'est pas fluide, donc la fonction n'est pas dérivable en x0. Maintenant, on va essayer de tracer les tangentes pour les points dérivables. Les tangentes sont toutes horizontales. Donc le coefficient directeur égale à 0. Donc les dérivées en y0, x1, y1 et y1 sont nuls. On déduit, si f admet un extrémum local en x0, alors f' de x0 égale à 0. Évidemment, on a besoin que f soit dérivable sur i, ou au moins au voisinage de x0. Maintenant, intéressons-nous à la réciproque. Si f' de x0 égale à 0, est-ce qu'on a f admet un extrémum local en x0? Eh bien, remarquez bien le point z. Clairement, la tangente elle est horizontale, donc on déduit que f' de z égale à 0, mais pourtant, la fonction f n'admet pas d'extrémum local en z, parce que les points qui sont à gauche de z, ils sont inférieurs à f de z, et les points qui sont à droite, ils sont supérieurs à f de z. Donc, la réciproque est fausse. Si f' de x0 égale à 0, on n'a pas forcément f admet un extrémum local en x0. Essayons maintenant de trouver la différence entre z et y1. Clairement, la fonction au voisinage de z, elle est croissante. Elle est toujours croissante, avant z et après z. On déduit que la dérivée est toujours positive. Donc la dérivée ne change pas de signe quand on passe par z. Intéressons-nous maintenant à y1. Donc la fonction avant y1, elle est décroissante. Après y1, elle est croissante. Clairement, la dérivée change de signe. Avant y1, elle est négative. Après y1, elle est positive. Regardons ce qui se passe pour x1. Donc la fonction avant x1, elle est croissante. Après x1, elle est décroissante. Donc clairement, la dérivée change de signe en x1. Donc avant, elle est positive. Après x1, elle est négative. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Pour que f admet un extrémum local en x0, il faut que f' de x0 égale à 0, mais il faut aussi que la dérivée change de signe en x0. On déduit, si f' de x0 égale à 0, et f' change de signe en x0, alors f admet un extrémum local en x0. Et tout ça, c'est du bon sens. Pour que f admette par exemple un maximum local en x1, il faut que la fonction croît, après décroît. Et pour que f admette un minimum local en y1, il faut que la fonction décroît, après croît. Donc, il faut que la dérivée f' change de signe en x0. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.